Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On revient d'abord sur le suicide de Nicolas, 15 ans, victime de harcèlement scolaire. C'était mardi soir à Poissy, en région parisienne. Oui, l'adolescent et sa famille avaient pourtant prévenu l'établissement en décembre dernier et déposé une main courante en février. Mais il dénonçait depuis plusieurs mois l'inaction des autorités comme du lycée. Nos confrères d'RTL se sont rendus dans son ancien établissement où ses camarades se souviennent d'un adolescent solitaire qui cherchait à passer le plus inaperçu possible. Et il dénonce également de façon unanime l'ambiance délétère qui règne au cœur de ce lycée. Vous voyez, il était seul, il était triste, il était toujours dans un coin, seul avec son téléphone ou avec ses écouteurs. Franchement, ça me faisait de la peine. Franchement, Adrien Bolloré, c'est vraiment pas un lycée à fréquenter. J'ai déjà été voir des surveillants pour dire oui, j'ai trouvé cette personne-là qui pleurait dans les couloirs mais qui veut pas me parler parce que peut-être elle a peur. Il faudra plus travailler sur le harcèlement et plus punir les harceleurs, plus sensibiliser les personnes davantage et davantage. Cet après-midi sur Europe 1, le père de Nicolas a détaillé le calvaire que vivait son fils. Je le cite, « On le traitait de tous les noms, il se faisait tabasser, ça faisait 2 ans qu'il était harcelé, mais on ne le savait pas. Au mois de février, il a voulu se tuer avec un couteau, il en a parlé au psychologue qui nous l'a dit, c'était de l'acharnement. » À savoir que Brigitte Macron s'est rendue à Poissy cet après-midi avec Gabriel Attal pour rencontrer justement les parents du jeune Nicolas. Et du côté des associations, eh bien, elle demande à ce que la mise en place du plan gouvernemental contre le harcèlement soit effective au plus vite. Elles estiment que fin septembre, c'est beaucoup trop tard, notamment parce que la rentrée est toujours un moment délicat pour les jeunes harcelés. Écoutez, Elian Potier, le président de l'association Urgence Harcèlement, c'était ce matin sur RMC. Il y a un niveau de stress qui est quand même élevé à la rentrée pour ces jeunes parce que justement, il y a une coupure où physiquement, on ne voit pas ces harceleurs. C'est horrible pour eux de pouvoir se dire qu'en retournant dans leur établissement, ils vont devoir supporter encore les insultes, les moqueries et même les coups. Et pour conclure sur ce sujet, ce matin sur France Inter, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé que le plan qui sera présenté par Gabriel Attal, donc à la fin du mois, fera en sorte qu'il n'y ait plus un seul établissement en France sans une personne spécialiste et référente sur le harcèlement. Et bien sûr, nous traitons ce sujet, évidemment, sur les semaines à venir, comme toujours dans le Grand JT d'éducation. Un mot également de l'interdiction de l'abaya, qui continue de diviser au sein de l'éducation nationale. Oui, il est vrai que ce décret a factuellement rassuré un bon nombre de chefs d'établissement qui y voient enfin une règle claire et donc une façon de la faire appliquer sans détour. Mais d'autres continuent de s'y opposer et ne souhaitent pas stigmatiser leurs élèves de cette façon, arguant qu'il ne s'agit pas d'un vêtement religieux. Eh bien, pour Gilles Kepel, qui est spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, c'est effectivement vrai. Il confirme que ce n'est pas un vêtement religieux. Pour autant, il a souhaité replacer l'abaya dans son contexte culturel et politique et pour lui, il est le marqueur d'une vision ultra rigoriste de l'islam. C'est quelque chose qui a été imposé par le salafisme rigoriste en Arabie Saoudite, ultra rigoriste, un peu le wahhabisme, au moment où les femmes sortaient des harems, sortaient dans l'espace public. Aujourd'hui, tout ça en Arabie Saoudite, ça n'existe plus. Il y a des gens qui continuent à le pratiquer s'ils le désirent, mais ça n'est plus du tout une obligation. Mohammed Ben Salman a éliminé cette obligation. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, un grand nombre de Saoudiennes ne veulent plus en entendre parler. Pour elles, c'est la fin de l'oppression. Alors, donc, ce n'est pas un vêtement religieux, mais c'est un vêtement salafiste d'une musulman, mais au sens large, mais salafiste, c'est-à-dire d'une conception ultra rigoriste de l'islam, qui surtout a pour but d'influencer les autres jeunes filles de confession musulmane en leur disant « si tu n'es pas comme ça, tu es une mauvaise musulmane, tu es une mécréante, etc. » Et au cours de cette même interview, Gilles Kepel, qui dirige également la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure, a tenu à apporter son soutien à tous les enseignants à qui on demande d'être des remparts de la République dans un contexte de dévalorisation sociale. Autrefois, les enseignants étaient ce qu'on appelait les hussards noirs de la Troisième République. Ils étaient correctement payés, ils étaient reconnus et valorisés. Aujourd'hui, ils sont totalement dévalorisés socialement. Et ce sont eux à qui on demande, en les traitant aussi mal, de défendre la République face à ces atteintes. Là, il y a une véritable réflexion, c'est une véritable urgence. Et j'en appelle à M. Attal, qui semble désormais très aux manettes dans son ministère, et au président de la République lui-même, pour faire quelque chose, pour s'adresser au malaise de ces enseignants.
Au cœur de l'actualité également, le poids des cartables. Dès le CP, les enfants doivent porter chaque jour des charges que beaucoup de parents estiment bien trop lourdes. Et chaque année, et même depuis que je suis moi-même tout petit écolier, on entend souvent que les enfants risquent des problèmes de dos, des scolioses. Mais selon le docteur Jimmy Mohamed, il n'y a aucun lien scientifique qui a été établi entre le poids des cartables et l'apparition de scoliose chez les enfants. Et ce matin, il a tenu à casser les idées reçues. Pas de déformation, pas de bascule du bassin, de compression respiratoire ou encore moins de scoliose. Un cartable trop lourd, évidemment, ça va être source d'inconfort et en fin de journée, l'enfant peut avoir des douleurs au niveau du dos ou des cervicales. Mais attention, faut pas faire peur aux parents, pas de séquelles irréversibles. Les enfants peuvent porter des charges un peu lourdes, mais adaptées à leur morphologie. Et la musculation, en fait, c'est pas un gros mot chez l'enfant. Les enfants doivent apprendre à porter des charges et contrairement aux idées reçues, ils sont assez forts musculairement pour avoir quand même des petites charges sur le dos. Jimmy Mohamed qui déconseille par ailleurs les cartables roulants qui, selon lui, sont souvent tirés de manière anarchique et non symétrique par les enfants et qui peuvent donc, eux, créer des problèmes de dos. Et on termine avec cette alerte aux désinfectants dans les écoles. Boutons, brûlures, rougeurs, démangeaisons. Entre 2017 et 2022, 118 enfants ont été victimes de réactions cutanées dues à des désinfectants utilisés dans les écoles et plus particulièrement dans les écoles maternelles. C'est ce que révèle un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui tire la sonnette d'alarme. La plupart des blessures sont en fait causées par la désinfection des toilettes, mais aussi au niveau des tables, des chaises et des jouets. Et l'agence précise également que les cas ont fortement augmenté en 2020-2021 avec évidemment toutes les actions de désinfection liées au Covid-19 et elle recommande à tous les établissements de se mettre en rapport avec elle pour adopter leur process de bonnes pratiques et donc mieux protéger nos enfants.